Les villes d'origine médiévale européenne naissent à peu près vers l'an 1000. Elles ont tout un point commun en général, c'est qu'elles naissent sur une sorte de carrefour entre des chemins et bien souvent des cours d'eau, où s'installe un marché dans lequel on vend les surplus agricoles qui commencent à apparaître à cette période. Deux autres noyaux préurbains avec l'église et le château du seigneur. Tout cela a besoin d'une protection, donc on voit apparaître une première enceinte vers l'an 1000. Cet endroit s'appelle le centre historique. Ce centre historique très rapidement devient trop petit, alors on construit vers le XIVe siècle une seconde enceinte et évidemment on détruit la première enceinte. Bien souvent cette deuxième enceinte est trop optimiste, sans compter sur les pestes du XIVe siècle, et donc elle restera partiellement vide pendant un certain temps. La partie entre la première enceinte et la deuxième s'appelle la couronne centrale. La couronne centrale et le centre historique ensemble forment le centre-ville. On retrouve les mêmes caractéristiques dans certains jeux vidéo totalement de fiction, comme par exemple The Witcher 3, où on voit ici le centre-ville avec une place de marché au milieu, entouré par une enceinte, et différents chemins venant de différentes régions du monde. Alors, on est d'accord, c'est un jeu qui est totalement fictionnel, mais il s'inspire malgré tout de ce qu'ont été les villes européennes d'origine médiévale. Donc on retrouve des constructions principalement en colombage, c'est-à-dire que l'ossature de la construction est faite en bois et les vides sont comblés de torchis. Donc le torchis est un mélange de boue, d'urine de vache et de paille. Donc ce sont des constructions qui ne vont pas durer dans le temps, qui la plupart du temps ont disparu aujourd'hui. Alors les styles architecturaux que l'on observe dans cette vidéo-ci sont la plupart du temps imaginaires, mais ils sont toujours inspirés de certains éléments bien réels. Donc ici par exemple, cette rue médiévale pourrait très bien être une rue médiévale d'une ville comme Paris ou Bruxelles au XIe ou XIIe siècle, avec donc comme je le disais les techniques de construction en colombage et on remarque ici en encorbellement. C'est-à-dire que les étages supérieurs sont plus grands que les étages inférieurs, et ce grâce à la technique du corbeau, d'où le nom encorbellement. C'est une pièce, une poutre qui dépasse légèrement de l'étage inférieur de manière à augmenter la surface habitable de l'étage supérieur. Ça a pour effet d'engendrer énormément d'ombre dans les ruelles médiévales, ruelles qui sont très sales, il n'y a aucun système d'évacuation d'eau, ça sent donc très mauvais. Alors pour rentrer ou sortir des villes, il faut passer par des portes, étant donné que l'entièreté de la ville est ceinturée par un rempart qui permet de se défendre contre les attaques éventuelles. Alors bien évidemment, ces portes sont des points faibles, donc ils doivent être bien gardés. Alors il y a plusieurs passages, plusieurs herses, il y a une garde permanente, et bien souvent ces portes ont des allures de forteresse. Aujourd'hui, il subsiste encore quelques portes, notamment à Bruxelles. Elles sont perdues au milieu de le tracé de l'ancien rempart, et c'est assez imposant. Alors bien souvent on retrouvait effectivement un pont-levis ou un pont qui passait au-dessus des douves. Une fois sorti de la ville au Moyen-Âge, on retrouvait bien souvent ce qu'on appelle des faubourgs, c'est-à-dire un ensemble de maisons dans lesquelles différentes personnes vivent et exercent une activité soit agricole, soit artisanale. Alors ces personnes pouvaient bénéficier de la protection de la ville, c'est-à-dire rentrer dans les remparts quand il y avait une menace, mais bien entendu, il fallait payer une taxe à la ville en échange de cette protection. Plusieurs siècles plus tard, au XVIIIe siècle, à la fin des temps modernes, les centres-villes d'origine médiévale en réalité ont très peu changé. Ils sont toujours étroits, insalubres, sinueux, ombragés, très pollués. Quelques constructions ont fait leur apparition, on construit effectivement de plus en plus en dur, on va utiliser davantage la brique ou la pierre, mais des constructions comme celle du Moyen-Âge, donc en colombage et en torchis, et en encorbellement subsistent encore. En dehors de ces quartiers médiévaux, on va progressivement voir apparaître d'autres types de quartiers qui préfigurent ceux qui vont se généraliser au XIXe siècle avec des voiries plus larges, plus aérées, plus saines, où les constructions en dur se généralisent. On va également voir apparaître dans les villes à partir du 18e, et ça va s'intensifier lors du 19e,
la construction de monuments, soit religieux, soit politiques. L'objectif est toujours le même, c'est de montrer que l'on a de l'influence, du pouvoir et des moyens financiers. On construit donc de manière monumentale, on s'inspire très souvent de l'Antiquité avec des frontons triangulaires, etc. Différents exemples à Paris avec les Invalides, à Bruxelles plus tard au 19e, le Palais de Justice. Aujourd'hui, dans ces centres historiques, il reste très peu de choses du Moyen-Âge en dehors du tracé étroit et sinueux, étant donné que l'habitat était fait dans des matériaux peu résistants. La plupart du temps, ils n'ont pas tenu aux différentes guerres ou tout simplement aux conditions météorologiques. Dans nos centres historiques, on retrouve du bâti plutôt du XVIIe avec du classique ou du baroque. C'est en général le bâti le plus ancien que l'on retrouve. Et très rapidement, on arrive sur des styles architecturaux du 19e siècle. Lors de la seconde moitié du 19e siècle, on se rend compte de l'inutilité de cette deuxième enceinte étant donné les avancées technologiques militaires. On détruit donc cette deuxième enceinte et on la remplace par un boulevard, sur lequel parfois viendra se greffer le chemin de fer. Alors, cette deuxième enceinte étant détruite, la ville peut enfin sortir de ses limites et on va voir apparaître un tout nouveau quartier lors du 19e siècle de la période industrielle qui s'appelle l'approche banlieue. L'approche banlieue est constituée de quartiers industriels ouvriers composés de maisons ouvrières et donc de quartiers insalubres très pauvres et de nombreuses usines. Et on voit également des quartiers industriels bourgeois. Et là, ce sont plutôt les personnes qui se sont enrichies grâce à la révolution industrielle qui font construire de riches demeures, principalement dans des styles architecturaux comme le néoclassique ou l'éclectisme. Aujourd'hui, ces anciens quartiers industriels ouvriers sont soit restés comme ils l'étaient au 19e ou pratiquement, en dehors du fait qu'ils ne sont la plupart du temps plus habités par des ouvriers, soit ils ont été réhabilités. Alors on peut voir carrément la destruction de l'ancien habitat, de l'ancien bâti industriel, donc les usines sont détruites, on construit de nouveaux immeubles, ou parfois ces anciennes usines sont réhabilitées en loft et on peut voir parfois apparaître une classe sociale assez aisée qui va s'installer dans ces nouveaux logements. Concernant les quartiers bourgeois du 19e siècle, aujourd'hui, la plupart du temps, ils n'ont pas changé, en tout cas en apparence, mais dans certains quartiers de certaines villes, la population a considérablement changé puisqu'on est passé d'une famille bourgeoise dans une maison à de nombreuses familles plutôt défavorisées dans une maison. On voit donc apparaître des séparations entre les étages, etc. Un escalier qui devient un escalier commun, et donc on fait d'une ancienne maison bourgeoise un immeuble à appartement. Mais d'autres quartiers bourgeois sont restés fréquentés par une classe sociale bourgeoise. C'est au XIXe siècle qu'on va voir apparaître une nouvelle volonté d'embellir les villes. Cette volonté va venir principalement de Paris avec Napoléon III et Haussmann. Haussmann va donner son nom d'ailleurs à un axe routier qui s'appelle l'haussmannisation. Ce sont donc de grandes percées dans les proches banlieues et les centres-villes, des percées donc qui nécessitent la destruction de quartiers pauvres et insalubres et donc l'expropriation d'une partie de la population pour la remplacer par un axe très large, rectiligne, menant bien souvent à un monument. Ces voiries sont donc bordées d'arbres. Les constructions qu'on va mettre au bord de ces voiries sont donc des maisons bourgeoises néoclassiques et autres. Ce sont donc des quartiers qui sont destinés à embellir vraiment et à aérer la ville, car depuis le Moyen-Âge, la ville est restée un endroit assez malsain. Et ce n'est qu'à cette époque-là que cela va changer. C'est donc au XIXe siècle que certaines parties des villes vont donc s'assainir. On va voir apparaître les premiers systèmes d'égouttage, donc d'évacuation des eaux usées, évacuation des détritus, apparition de l'eau courante. Et d'un point de vue architectural, on fait des ensembles plus aérés. Alors aujourd'hui, dans ces haussmannisations, bien entendu, on ne retrouve pas que du bâti de l'habitat du 19e siècle, puisqu'une partie a été abandonnée et détruite. On retrouve donc des bâtiments plus récents, des années 90, 2000 ou peu importe. Donc on va retrouver du postmodernisme. Et donc là se côtoient des styles architecturaux postmodernistes avec des styles architecturaux du 19e. Évidemment, on ne circule pas de la même manière non plus aujourd'hui qu'au 19e siècle, mais l'haussmannisation s'avère relativement bien adaptée à notre mode de circulation. Après la Seconde Guerre mondiale, nos villes vont connaître un changement radical puisque la grande banlieue va apparaître et va progresser
au cours des dizaines d'années qui vont suivre. Elle est possible grâce à l'avènement de la voiture individuelle. Cette grande banlieue va vraiment s'étendre au fur et à mesure que les gens vont habiter plus loin de leur lieu de travail. Étant donné que la voiture permet de faire des trajets en peu de temps, on se permet d'habiter dans la campagne environnante. Cela va provoquer un étalement urbain autour des villes. De nouveaux axes routiers vont apparaître, comme des nationales qui feront le tour des centres urbains, ou des autoroutes sur les plus grandes villes, comme par exemple Bruxelles, avec son ring. D'autres autoroutes ou de nationales importantes, qui viennent des différentes régions environnantes, permettent d'accéder à cet axe routier contournant la ville. Comme on peut le voir sur ces images, la grande banlieue a différents visages. Au fur et à mesure qu'on s'éloigne du centre-ville, évidemment, elle va évoluer. Donc on va proche du centre-ville, plutôt des maisons mitoyennes construites après la guerre dans les années 50, à progressivement un bâti plus récent, comme on le voit ici en arrière-plan, des immeubles bars, donc des immeubles appartements très très hauts. On va voir apparaître également des parcs d'activités, des parcs scientifiques, des zonings industriels, puisqu'à présent l'activité industrielle ne peut plus avoir lieu dans le centre des villes car il n'y a plus de place, il n'y a plus moyen d'y accéder, donc l'activité industrielle est expropriée en quelque sorte en périphérie de la ville, dans sa grande banlieue. On retrouve donc des immeubles bars comme ici, on retrouve progressivement un habitat résidentiel qui se transforme vers la fameuse villa 4 façades dans son jardin d'agrément, et on va voir que le bâti progressivement va se fondre dans des zones plus vertes, avec progressivement une activité agricole qui se fait de plus en plus présente en grande banlieue. La frontière entre la ville et la campagne est donc très très floue dans la plupart de nos villes. C'est clair, non?